Alors, pour ma part, je vais aborder l'un des principaux, si ce n'est premier ou seul levier qui, dans les contraintes de temps qu'a évoqué Michel récemment, 5 ans pour changer, pourrait permettre à l'entièreté de la société de basculer dans un nouvel mode de vie. L'enjeu est là. Donc je me suis intéressé au système monétaire. Vous me pardonnerez les inévitables simplifications liées au fait que j'ai très peu de temps. L'axe principal de l'innovation que je vous propose, c'est de réfléchir sur le changement de la nature de la monnaie que nous utilisons. Pour ça, je ferai un rapide historique des différentes natures que la monnaie a connues. Elle en a connu en fait basiquement deux. D'abord sous une forme métallique, avec pendant 3000 ans à peu près un bimétallisme or-argent, avec l'or qui servait de réserve de valeur et pour les transactions internationales, et l'argent qui servait comme monnaie pour les échanges quotidiens à l'échelle des nations. Puis ce système a connu plusieurs phases de décrépitude, notamment il est passé au monométallisme. Essentiellement, ce fut l'œuvre de la Grande-Bretagne qui, par son développement colonial suite à la défaite de Napoléon, a imposé, puisqu'elle avait tout l'or du monde, un système monométallique, et c'est de là que commencent en fait tous les cycles de crise économique. Puis enfin, un pourrissement final avec le système Bretton Woods, sur lequel est née la deuxième monnaie, la deuxième nature de monnaie, qui est celle de ce qu'on appelle l'argent-dette, ou le crédit circulant. En quoi consiste-t-il? C'est une monnaie d'une nature, c'est créé ex nihilo essentiellement par les banques commerciales à partir du mécanisme de la dette. Il n'y a rien, et la banque écrit, parce qu'elle a obtenu ce droit régalien par tout un tas de séquences historiques dont je vous ai la suite, le droit de créer la monnaie. Le seul problème, c'est que cette monnaie, quand on vous prête quelque chose, par exemple pour acheter une maison, vous allez devoir rembourser le principal et les intérêts. Seulement quand on vous prête quelque chose, quand la banque crée quelque chose, elle ne crée que le principal. D'où va venir les intérêts? Ils vont simplement venir du principal d'un autre prêt qui aura été créé pour un autre acteur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on comprend assez vite la dynamique sociale que cela crée, puisque l'argent est toujours rare, il manque toujours, et toutes les logiques de fuite en avant, et les conséquences géopolitiques, notamment des guerres mondiales, sont essentiellement dues à la dynamique générale du système qui est créée par cet outil monétaire que nous utilisons. Toutes les dérives également sociales, avec la concentration de la richesse au sommet de la pyramide sociale, viennent essentiellement de ce système-là, donc d'argent-dette, deuxième nature. D'un point de vue systémique, c'est un système parasitaire, c'est-à-dire qu'il y a dans ce système-là des éléments irresponsables qui maximisent leur harmonie aux dépens du reste. Nous avons énormément de problèmes à relever en très peu de temps, avec les problèmes liés au sauvetage de nos systèmes sociaux, au chômage, les crises de ressources, d'environnement, le tout en essayant de préserver la démocratie et les principaux acquis du droit. Donc je vous fais une proposition, c'est de changer la nature de la monnaie et d'instaurer la monnaie droit. Une monnaie qui aurait la nature d'un droit et non plus d'une dette. À la différence de la monnaie dette, qui est donc une monnaie rare, privée et payante, cette monnaie-là aurait la possibilité, étant donné qu'elle serait le produit du droit, d'être publique, gratuite et disponible en fonction des besoins. Michel, un petit schéma pour vous exposer ce système monétaire de manière très très succincte. Pour bien le comprendre, je crois qu'il faut introduire en fait un nouveau discours, c'est-à-dire une nouvelle manière de percevoir notre collectivité. Pour ça, je prends souvent l'image de l'être humain et je dis voilà, nous faisons partie d'un corps collectif, d'un être collectif, et nous sommes tous des petites cellules au service du maintien de l'harmonie générale de cet être collectif-là. Et si nous n'y croyons pas, nous devrions y croire, parce que c'est la seule perspective qui nous permettrait vraiment de faire ce saut qualitatif sans nous y perdre. Il faudrait également changer de philosophie générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit pour satisfaire les besoins solvables. La philosophie, c'est qu'il faudrait produire pour satisfaire les besoins spontanément exprimés par l'espèce humaine, sans qu'ils soient artificiellement stimulés par la public, la pub, etc., parce qu'il faut produire pour rembourser, pour rembourser. Ainsi, on change aussi le rapport au travail, c'est-à-dire qu'on va vous rémunérer, la société va vous accorder des droits à échanger en raison de votre fonction sociale, de l'utilité sociale de cette fonction. D'où l'importance de préserver le processus démocratique pour qu'il n'y ait pas un dogme qui impose une certaine forme de répartition.
l'avantage d'un tel système, c'est qu'il permet également de laisser s'exprimer les tropismes culturels de chacun des pays. Alors, voilà par exemple comment envisager ce système, donc comme quelque part un système nerveux qui envoie de l'information par le biais d'impulsions électriques aux différentes cellules du corps que nous sommes. Alors, pour aller vite, je ne développerai pas toutes les différentes modalités, j'insisterai sur la première. Pour ceux qui sont intéressés, il y a les ateliers, les grands ateliers de cet après-midi pour creuser. Donc imaginons que nous puissions mettre sur stop le système économique, le temps de réfléchir à la reprogrammation du système. Nous voilà, nous, communauté des citoyens, nous sommes cet être collectif, donc ça peut être la France, ça peut être nous. Nous prenons notre souveraineté politique et nous décrétons que nous allons nous organiser selon ce système-là. L'idée, c'est effectivement de disposer de différents leviers de programmation de la dynamique monétaire dans la société en fonction du système et des valeurs que nous voulons avoir au sein de cette société. Et les principaux leviers que j'ai identifiés jusqu'à présent, c'est donc le levier qui va jouer sur les modalités d'attribution, sur les modalités de circulation de cette monnaie droit entre les individus, sur les modalités de conservation de ces droits monétaires et sur les modalités de destruction. Peut-être pour vous représenter de manière plus clairement la monnaie droit, imaginez que ce sont des points. On donne des points aux gens. En jouant sur ces différents leviers, on obtiendra, en fonction de si on privilégie une attribution égale, si on rend très difficile l'accumulation, si on verticalise, je développerai dans les actrices cet après-midi. Vous voyez les différents extrêmes, un système extrêmement inégalitaire, c'est-à-dire que même avec cette monnaie droit, nous pourrions avoir le même système économique que celui que nous connaissons maintenant. Il suffirait de décider qu'il y a une inégalité, qu'on peut garder indéfiniment l'argent, un peu comme l'euro fonctionne. Ou au contraire, de tendre vers un système comme ça, et c'est du débat démocratique que la société exprimera son système de valeurs, et ça sera traduit par le jeu sur les différents leviers, sur la manière dont le système monétaire va fonctionner. Alors, par exemple, pour prendre les modalités d'attribution, c'est la plus simple, c'est-à-dire qu'elle comporte de nombreux avantages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les droits monétaires sont accordés aux différents acteurs, par exemple comme aux citoyens, etc., et que la création monétaire ne dépend pas de l'activité économique, on casse la nécessité d'une croissance absolue. Il n'y a plus de dette à rembourser. L'argent, nous avons besoin. Autre exemple, l'attribution. Si on joue sur l'attribution, je vais très vite. Oui. Si on va sur, par exemple, les logiques d'attribution, à partir du moment où on attribue aux acteurs, aux différents agents économiques, ce dont ils ont besoin pour accomplir leur mission, réaliser leur fonction dans le corps social, on peut imaginer tout à fait interne une suppression des impôts, et pour les entreprises, une suppression de la masse salariale, puisqu'il serait attribué par la communauté un certain droit pour les échanges, parce que les employés remplissent telle ou telle fonction du point de vue du corps social. On est au-dessus du niveau simplement de la division entreprise. Ce qui changerait énormément de choses, on s'en doute bien, dans l'ambiance sociale générale. Ça permet effectivement aussi à la communauté de définir son rythme de travail, son niveau de production en fonction de ses besoins réels. L'avantage d'un tel système, c'est que passant par une modélisation du système monétaire donc économique par le droit, il est beaucoup plus fiable puisqu'on peut le suivre. Ce n'est pas simplement le marché, les rationalités du marché qui déterminent les priorités. On arrive à peu près à la fin. Alors je parlerai simplement de comment imaginer une transition avec un système comme ça. C'est-à-dire que nous pourrions partir, à l'image de ce qui s'est fait dans l'histoire, sur un système double monnaie, où nous conserverions l'euro pendant un certain temps, puisque aujourd'hui il fonctionne comme ça, et le système économique et monétaire fonctionne comme ceci, mais qu'au niveau national, par exemple, nous aurions un système complémentaire de cette nature. Par exemple. Je pourrais développer tous ces points-là cet après-midi dans l'atelier pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup Thomas.